Voilà, il nous reste deux leaders à écouter avec attention sur ces questions de transition écologique. Éric Coquerel et Gabriel Attal. Donc je vous demande d'accueillir maintenant le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour la France insoumise, Éric Coquerel. Monsieur le Président. Éric Coquerel, merci beaucoup d'être avec nous au World Impact Summit. Les questions de transition écologique, vous allez vous y soumettre comme tout le monde. Petite question politique peut-être. Je rappelais évidemment pour ceux qui ne le savent pas, qui l'auraient oublié, que vous êtes le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce budget-là qui est passé avec un 49.3, Monsieur le Président Coquerel, c'est un bon budget pour la démocratie et c'est un bon budget pour les finances publiques françaises ? Ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est pas un bon budget pour la démocratie, puisqu'il passe en 49.3. Que c'est le budget de gouvernement minoritaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de démocratie parlementaire où on a comme ça des gouvernements qui peuvent prétendre passer un budget qui a été battu en termes de fonds politiques en juillet 2024. Je pense que ça ne sera pas un bon budget pour le pays parce qu'en réalité, ça ne règle pas le problème de fond que nous avons, qui est le fait qu'on a un problème de recettes du fait de cadeaux fiscaux beaucoup trop importants aux grandes fortunes et qu'on invite tout le monde à le payer. Et puis, vous ne m'avez pas posé la question, c'est aussi un très mauvais budget pour l'environnement, pour l'écologie. Pour moi, c'est la principale critique que je ferai. C'est-à-dire que, vous le savez, on a en gros le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui a été fait il y a 2 ans, estime qu'il faudrait 37 milliards de plus d'investissements publics et le double en termes d'investissement, ne serait-ce que pour suivre les accords de Paris. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on baisse les budgets de l'environnement. Le fonds vert, par exemple, qui a été créé il y a 3 ans, là, en 2 ans, c'est moins 63%. Absolument essentiel. Donc, le bilan de ça, c'est que il faudrait baisser de 5 à 6% l'émission de gaz à effet de serre par an si on veut suivre les accords de Paris. Et ça fait 2 ans, c'est parallèle, lié aux baisses de budget, qu'on n'en est plus qu'à une baisse de 1,6%. Voilà l'effet direct de ce budget. Vous avez dit qu'il n'y a pas assez de recettes fiscales dans ce budget, mais il n'y a pas trop de dépenses publiques non plus ? Moi, je regarde, si vous voulez, je regarde les chiffres, je ne regarde pas la propagande, quoi. Les dépenses publiques, il faut que tout le monde le sache, par rapport au PIB, c'est la seule chose qui vaille, elles ont très légèrement baissé depuis 2017. D'accord ? Ce qui a baissé profondément, c'est les recettes. 3 points. On a perdu 3 points chaque année, qui s'accumulent environ 100 milliards. Et on s'aperçoit, c'est pas moi qui le dis, c'est à peu près tous les calculs qui ont été faits, que ces recettes ont surtout favorisé les très grandes entreprises et les ultra riches. Et c'est de l'argent qui nous manque pour investir notamment. Donc voilà, je pense que le problème il est là et c'est ce qu'on n'a pas résolu. Pierre, notre sondage. Alors, notre sondage auprès de 5000 Français sur les territoires, en termes d'écologie, pour les Français, la priorité, d'abord la préservation de la biodiversité des espaces verts, et comme on le disait précédemment avec Bérangère Abba, deuxième position, la rénovation thermique de logements, qui est un des coûts les plus importants de la transition écologique, avec tout ce que vous venez de décrire sur le recul des budgets en matière d'écologie. Comment va-t-on y arriver ? Déjà, je voudrais pointer une chose, c'est que vous avez remarqué, ce sondage, il est important, parce que quand on écoute un peu... on va dire les médias, quand on écoute les responsables politiques, on a l'impression que la priorité des Français, c'est pas du tout l'environnement, c'est pas du tout le climat. Bon, et on s'aperçoit qu'en réalité, ça fait partie des priorités très fortes. Pour 35% de ces 5000 sondés. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que comme les gens ressentent de plus en plus l'impact de la question du réchauffement, quand vous êtes victime, par exemple, d'un méga feu dans l'Aude, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous voyez l'effet direct. Quand vous êtes victime de canicule, vous voyez l'effet direct. Donc déjà une satisfaction, c'est que quelque part les gens, j'allais dire, sont plus lucides. La population est plus lucide que les décideurs politiques. Voilà. Bon, ça c'est une première réaction. Comment on fait par rapport à ça ? Tout simplement, il faut, je suis désolé de le dire, mais il faut mettre le paquet. Il faut comprendre une chose, c'est que moins on agit vite, plus la note va être élevée. Et à un moment donné, elle va tellement être élevée pour notre économie qu'on ne pourra plus faire face. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'en gros, on va être à peu près... L'inaction coûte plus cher que l'action. Voilà, l'inaction, ça va nous coûter, en gros, je ne veux pas me tromper, mais 11 points de PIB,
d'ici quelques décennies. 11 points de PIB, c'est 300 milliards par an que va nous coûter l'inaction climatique. Donc autrement dit, tout ce qu'on ne fait pas maintenant en termes d'action climatique, vous avez entendu ce chiffre, 37 milliards de plus, eh bien on va le payer à la fin. Et non seulement on va le payer à la fin, mais on va subir les conséquences de notre inaction. C'est-à-dire les conséquences en termes de dégradation, de méga-feux. Il n'y en aura pas un dans l'Aude auquel il faut faire face, envoyer toutes les forces de pompiers disponibles et autres. Il y en aura plusieurs en même temps. Donc ça va être un avenir qui va être totalement catastrophique. Donc tout ce qu'on ne met pas maintenant, plus tard, il va falloir le mettre au centuple et ça sera peut-être même certainement trop tard. Pourquoi les hommes politiques n'arrivent pas à s'entendre sur des mesures urgentes et très importantes? Non, c'est pas les hommes politiques. Je sais pas ce que c'est les hommes politiques ou les femmes politiques. Les politiques qu'on nous impose actuellement continuent à considérer que c'est pas l'urgence. Et moi, ce qui m'inquiète, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on allait rentrer dans le sujet, c'est que on a vécu pendant plusieurs années un progrès pas assez important, pas assez rapide, trop lent, mais il y avait au moins un progrès dans l'idée que personne ne remettait en question la nécessité d'agir. Et là, il y a un vent mauvais qui nous arrive de l'autre côté de l'Atlantique, qui est l'idée qu'en fait, finalement, on va dire pour aller vite, une pensée climato-sceptique, qui non seulement n'agit plus, mais redéveloppe tout ce qui est... on voit bien que c'est pas l'avis des Français lorsqu'on les interroge. C'est pas l'avis des Français, mais je vous dis ce qui est en train de se passer. Bon, donc ce vent mauvais qui arrive de l'autre côté de l'Amérique latine, de relance de l'exploitation d'hydrocarbures, y compris dans des zones protégées, le fait d'interdire pratiquement toute recherche dès lors qu'elle est liée sur les questions environnementales et climatiques, vous avez compris, je parle de Trump, malheureusement, ça commence à déteindre en France. En France, on commence comme ça à avoir des lois, par exemple, toutes plus dures les unes que les autres, qui réintroduisent les pesticides. On commence à avoir des budgets, je vous l'ai dit, qui baissent par rapport à la question environnementale. Mais Éric Coquerel, je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur les pesticides. Je prenais l'exemple, je ne sais pas si vous étiez arrivé, si vous avez le loisir d'écouter, mais je vais reprendre cet exemple parce qu'il me semble être très concret. Vous avez des agriculteurs français auxquels on interdit d'utiliser, au nom de la préservation écologique, je comprends très bien, des pesticides. Tiens, par exemple, sur la production de noisettes. Et donc ces entreprises font faillite, en fait, elles ne produisent plus. On importe de la noisette de Turquie, qui n'est même pas dans l'Union européenne, qui, elle, produit avec des pesticides. Alors non seulement on tue nos boîtes en France, mais en plus on mange des noisettes qui sont produites à base de pesticides. Et qui sont mauvaises pour la santé. Oui. En plus. Alors, vous connaissez ma réponse. Ben non, je la connais pas. Sinon, je ne poserai pas la question. La réponse, c'est qu'il faut... Je vous vois pas assez souvent, Monsieur Coquerel. Voilà, c'est ça. Mais il faut tout simplement interdire cette importation. Alors ça, c'est clair. Il faut interdire ces importations. Mais bien sûr. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à nos agriculteurs, on ne peut pas demander de produire sans pesticides ou des produits, j'allais dire, écologiquement responsables, si en même temps on importe... C'est ce qu'on va faire avec le Mercosur. Et bien, c'est bien pour ça que je suis totalement opposé au Mercosur, comme 74% des Français, et comme la totalité de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que c'est quand même très étonnant que dans un pays qui est la deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays plus peuplé, il y ait un non aussi absolu et que ça va quand même s'appliquer, ce qui poserait un autre problème. Mais je vous le dis, on ne pourra pas se sortir de cette situation tant qu'on n'aura pas des politiques qui protègent, donc des politiques clairement que j'assume, protectionnistes, sur des bases, sur des critères écologiques, sur des critères sociaux, et qui font notamment que les accords de libre-échange qui font en sorte qu'on va importer des produits qu'on interdit à nos agriculteurs de produire, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder cet angle-là. Parce que ceux qui aujourd'hui nous disent, comme il y a ça, en fait, en réalité, il faut tout laisser faire en France. Non seulement ils s'en prennent à la santé des agriculteurs, parce que c'est eux les premiers qui sont victimes des pesticides utilisés, ils s'en prennent à la santé des consommateurs, donc je ne crois pas que ça soit la solution. Mais il faut quand même préciser que dans le cas des noisettes, les pesticides utilisés permettent aux producteurs français que leur production ne soit pas attaquée par des insectes qui permettraient de ruiner leur production. Oui, alors, exactement. C'est pour ça que c'est autorisé. Je ne connais pas le sujet par cœur, je sais simplement pour m'y être intéressé qu'il y a aussi des productions alternatives qui ont des résultats. Là, simplement, ils sont plus chers. Donc c'est ça qu'il faut arriver à protéger. Alors, question essentielle. Y compris aider d'ailleurs. Éric Coquerel. Parce que s'il y a des aides nécessaires, c'est pour ceux justement qui produisent. Et il faudrait que la PAC profite moins à des grands céréaliers qu'à des gens. Bon, voyez.
Ah oui, c'est bien, vous ne voulez pas venir à ma place. Oui. Écoutez, je voulais vous poser une question sur l'énergie en général, parce que quand on écoute la gauche, je ne sais pas si la NUPES existe encore, vous avez des partenaires comme le Parti communiste via historiquement la CGT, qui sont des fervents défenseurs du nucléaire. Quel est pour Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, le mix énergétique optimum? Il faut du nucléaire quand même, il faut de l'éolien, il faut de l'hydrolien, il faut du photovoltaïque. Écoutez, vous le savez, on est pour un avenir 100% renouvelable, mais pour des raisons à la fois écologiques, de sécurité et économiques. Écologique parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas forcément faire face à toute problématique liée à des centrales. Et le problème, c'est que quand une centrale a un problème, ça devient un problème majuscule. Fukushima l'a montré. Deuxièmement, on ne sait toujours pas quoi faire en réalité des déchets. La question de Bure est évidemment posée. Mais surtout, là, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, c'est qu'on ne sait pas où on va économiquement. Ça coûte tellement d'argent, beaucoup plus que ce qui était estimé au départ. La Cour des comptes met le doigt sur le fait qu'on ne sait pas si, en réalité, économiquement, ça va être soutenable. Et donc, il faut peut-être s'interroger quand même sur un modèle. Donc, la pente de désengagement du nucléaire pour la France insoumise, ça nous mène à quelle année ? Ça nous mène maintenant, au fur et à mesure, ça recule. Il faut une cinquantaine d'années pour aller vite. Mais le 100% renouvelable, dont je vous rappelle que c'est un des scénarios RTE qui a été retenu, oui. Donc c'est pas complètement... Le scénario 100% renouvelable me semble largement préférable. Il a un gros avantage aussi, c'est qu'il nous rend indépendants. Parce que je vous rappelle que le nucléaire, nous ne sommes pas indépendants, y compris des producteurs aujourd'hui qui permettent que ça fonctionne. Donc moi je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait se tourner. C'est là-dessus qu'il faudrait sur la question de l'uranium. Nous ne sommes pas indépendants sur la question de l'uranium. Notamment, bien sûr, oui. Notamment, et dans des pays où la production, des pays où on peut... pas vraiment stable, où on peut se poser des questions sur les régimes qui les dirigent. Enfin bon, il y a véritablement un problème. Le travail des enfants. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est parfait. Je pense que j'aurais dû ajouter ça sur ma fiche. Très bien. Mais aussi, au-delà de ça, le renouvelable a deux avantages. C'est que non seulement il fait en sorte que ça va produire de l'emploi, ça nous permet encore plus, et vous savez que c'est un des nos grands dadas à France Insoumise, de se tourner vers l'économie de la mer, parce que on est le deuxième espace maritime au monde, le premier en termes européens, et que donc là, si on mettait à fond la recherche et développement sur ce sujet, on a de quoi en France, pas vrai dans tous les pays, mais en France, je pense qu'à un avenir raisonnable, on aurait de quoi être 100% renouvelable, autonome et moins cher que le nucléaire. L'intermittence, c'est un faux problème sur les énergies renouvelables ? Non, c'est pas un faux problème. Mais vous savez très bien qu'on peut chercher des choses en termes de stockage. Il y a des travaux qui sont faits. Et si on met le paquet là-dessus, je pense que c'est tout aussi réaliste, en tout cas, qu'une énergie, à mon avis, qui est datée et qui, encore une fois, là, c'est vraiment les conclusions, coûte cher. Donc l'idéal, ces 100% d'énergie renouvelable avec des solutions encore à trouver sur le stockage et la résolution de la question d'intermittence. Absolument. Éric Coquerel, sur... Excusez-moi, juste sur l'énergie, je termine une chose. Il y a la production, mais il y a aussi la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut travailler aussi, il faut travailler sur tout ce qui permet l'économie. Donc, par exemple, il faut mettre beaucoup plus le paquet sur l'isolation thermique des bâtiments, l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Je regarde aussi les scénarios, par exemple, ADEME. Simplement, il y a différents scénarios, par exemple, sur la question de l'intelligence artificielle. Bon. Entre ces scénarios, par exemple, je vois que pour la consommation électrique, on passe de moins 0,39 pour certains à plus 13 pour d'autres. Bon, vous voyez qu'il y a matière à. C'est encore plus vrai pour le gaz à effet de serre, où certains proposent moins 96% de scénarios et d'autres, ça va jusqu'à plus 919. Vous voyez bien que ça aussi, c'est-à-dire contrôler notre consommation, travailler contre l'obsolescence programmée, etc., c'est aussi un sujet indispensable. Je voulais vous interroger, je l'ai fait tout à l'heure, je crois, avec Marine Tondelier, et j'aimerais beaucoup avoir votre réponse sur la crise du logement social. On a un empilement de normes pour construire, alors qui sont des normes plus vertueuses en termes de transition écologique, dans les bâtiments, dans les maisons, mais en même temps, on a une crise du logement qui est très forte, et moi j'ai le chiffre en tête, c'est le rapport de la fondation du mal-logement, ex-fondation Abbé Pierre, qui a sorti ce chiffre-là. On a 3 millions de ménages qui attendent un logement social. Comment, là, très concrètement, comment essayer de mixer, de marier le besoin de transition écologique et puis le besoin des Français, notamment des plus fragiles? Déjà deux chiffres. En 2017, le logement dans le budget de l'État, c'était 2,2% du PIB. Aujourd'hui, c'est 1,6%.
Bon, il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous produisez moins de logements sociaux, vous avez plus de problèmes. Bon, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est que je vous le répète, et ça renvoie à la discussion qu'on a eue sur le budget, il faut, par la porte ou par la fenêtre, il faut mettre le paquet sur l'isolation thermique. Alors, une bonne isolation thermique. Le problème, par exemple, de MaPrimeRénov' qu'on a depuis quelques années, c'est que l'isolation partielle, qui consiste en gros à mettre un moyen de chauffage différent, mais dans une passoire thermique, ça sert à rien. Éventuellement, ça finance ou ça permet de financer des secteurs, mais ça sert à rien. De même, on peut s'interroger sur les contrôles aussi qui sont faits. Donc là, il y a une politique à revoir, mais cette politique, elle peut pas passer par le fait de baisser les fonds de l'ADEME, comme on est en train de le faire, de baisser les fonds de fonds chaleur, de baisser les fonds de MaPrimeRénov', etc. Et pourtant, c'est 3,5 milliards par an, MaPrimeRénov'. Oui. Enfin, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Bah, c'est beaucoup Si d'argent, c'est pas efficace. oui, vous avez compris que j'étais pour mettre 37 milliards de plus par an pour essayer d'atteindre les accords de Paris. Mais vous savez, je vais dire une chose. Je nie pas du tout le problème de la dette. On peut en parler autrement. Vous avez compris que je pense qu'il faut la résoudre d'abord par les recettes. Mais je peux jurer une chose. La dette financière, on ne va pas en mourir. Ça va peut-être vous paraître étonnant, on ne va pas en mourir. On peut la négocier, etc. La dette écologique, écologique, celle-là, on peut dire qu'on la lègue à nos enfants et nos petits-enfants. Et celle-là, ils vont se retourner avec justesse vers nous pour nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci. Éric Coquerel. Merci d'être passé au World Impact Summit. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Éric Coquerel.